On va tout de suite passer à la première table ronde. Donc, je vais appeler nos 6 participants. Ça va être une table ronde dense. Alors, Vincent Coudrin, que vous connaissez déjà. Xavier Vacari, VP Business Development chez Numspot. Thomas Fauré, CEO de Waller, qu'on a entendu tout à l'heure avec des questions pertinentes. Julien Levrard, donc CISO d'OVH Cloud. Et Paul Elage, Senior Manager EY Digital et Technologie Stratégie. Et Stéphane Rousseau, donc vice-président du SIGREF et DSI du groupe Eiffage. Bonjour messieurs. Bon, donc effectivement à 6, autant vous dire qu'en 45 minutes, il va falloir que vous soyez au maximum concis. On n'est pas dans un speed table ronde, mais limite. Donc, il va être question maintenant, on l'a vu un petit peu avec l'étude EY, de la perception du marché, mais d'aller un petit peu plus loin aussi, de voir aussi sur les conditions de développement, des usages, notamment la conformité, la maîtrise des coûts, les écosystèmes, et ensuite la maîtrise des risques, les moyens et les outils qui sont mis en place. Xavier Vacari, si vous voulez bien, je vais vous donner le micro pour démarrer. Sur cette question de la perception du marché, vous, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Donc, je rappelle que vous êtes VP Business Development chez Numspot. Oui, alors merci. Bonjour à tous. Je ne sais pas si oui, vous m'entendez. Alors, le marché, ce qui est certain, on l'a vu dans les chiffres, c'est que, en tout cas, il est en croissance et je pense qu'on en a encore pour un petit moment avant d'atteindre le 100% cloud, en tout cas, qui est le libellé de votre après-midi. On voit que c'est quelque chose d'assez dynamique et sur lequel tout reste encore un petit peu à écrire parce que là, on est sur finalement un marché sur lequel il y a des acteurs qui sont très présents. Avec une envergure mondiale. On cherche la masse critique, effectivement, avec des acteurs plus locaux, européens, qui sont encore trop peu nombreux. En tout cas, nous, c'est notre perception chez Numspot. C'est aussi pour ça qu'on lance une activité sur le cloud. Mais en tout cas, de belles trajectoires sur une compétition qui va finalement booster l'innovation et la volonté en tout cas, de promouvoir les usages du cloud. Alors après, le comment, ça va être encore une autre question, mais en tout cas, ce marché, on pense qu'il a en tout cas une accélération avec ses enjeux de souveraineté de cloud de confiance. Et voilà, en tout cas, nous, on pense qu'il y a encore des belles années pour le cloud, en tout cas d'ici 2030. Merci beaucoup. Julien Levrard, OVH, sur cette question de la perception, vous, qu'est-ce que vous pourriez dire pour compléter? Alors, pardon. Vous y croyez au cloud? Alors oui, je crois au cloud. Alors, j'avais prévu de répondre à cette question en vous parlant de souveraineté, mais on a eu une masterclass il y a quelques minutes, du coup, je vais changer mon fusil d'épaule et souligner des points, peut-être en zoomant sur certains points un peu plus particuliers qui sont particulièrement importants par rapport spécifiquement au OVH Cloud, mais au marché du cloud européen. Il y a un point qui est vraiment important. On entend souvent la bataille du cloud est finie, les Américains ont gagné, on ne peut pas s'aligner, etc. Alors moi et nous, chez OVH Cloud, on est convaincus du contraire. Alors pas parce qu'on pense qu'on est les meilleurs, pas parce qu'on a des super technos, mais parce que ce qui fait que le succès d'une solution cloud, c'est son adoption. Son adoption, sa standardisation. Et quand un produit est adopté, qui se standardise, il y a des produits open source, il y a des communautés qui se forment. Et en fait, les barrières à l'entrée pour sortir des produits équivalents, elles s'écroulent. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour des nouveaux entrants de venir se positionner sur des produits, alors des instances, du stockage S3, de la virtualisation, etc. Tous ces standards qu'on utilise tous au quotidien, les barrières à l'entrée vont s'écrouler au fur et à mesure de l'adoption. Et du coup, ça va donner de la place à des acteurs qui vont permettre de spécialiser ces produits-là en apportant des caractéristiques différentes de celles des leaders du marché, donc ceux qui ont
la prime au premier, celui qui a inventé la technologie, celui qui a innové. Il a évidemment cette prime de prendre le début du marché. Mais par contre, après, il y a de la place pour des acteurs qui vont apporter des caractéristiques complémentaires. Donc, par exemple, de la souveraineté par rapport de la localisation, du respect des normes environnementales, etc. Et du coup, en fait, il y a une deuxième bataille qui est en train de se livrer aujourd'hui, qui est la bataille de la maturité de ces produits cloud. Donc, il faut faire attention sur les discours initiaux pour dire ça y est, le premier arrivé a pris toute la place. Non, il reste de la place et on a énormément de choses en Europe. Alors OVH Cloud évidemment, mais les autres opérateurs de cloud européens, on a plein de choses à apporter qui vont permettre d'apporter aux différentes DSI des entreprises françaises et européennes tout un panel de caractéristiques et d'éléments qui vont leur permettre d'avoir une stratégie cloud qui est complètement adaptée à leurs enjeux, à leurs besoins métiers et à leurs spécificités. Et c'est ça qu'on a apporté. Et du coup, c'est plutôt sur des aspects technologiques ou des aspects de conformité, cette question de maturité? Alors, évidemment, il y a des aspects technologiques. Chaque produit a des caractéristiques en termes de performance, de compatibilité, d'ingress fees, etc. Tous les produits ont des caractéristiques, mais il y a aussi une culture d'entreprise. Typiquement, si vous êtes du retail, allez mettre vos données chez le leader mondial de la livraison à domicile, ça peut poser des questions. Aller chez des opérateurs qui vont avoir un engagement très fort en termes de consommation carbone, en termes de consommation électrique, en termes de provenance de l'électricité, c'est des sujets qui sont certes pas toujours mis en avant au même titre que la performance et la capacité à déployer, mais qui sont extrêmement importants. Les entreprises prennent de plus en plus d'engagement dans leurs engagements ESG. Un peu les deux. Donc, voilà. Un peu les deux, c'est une combinaison. Merci beaucoup, Julien. Stéphane Rousseau, donc je vais le rappeler, vous êtes vice-président du SIGREF et DSI du groupe Eiffage. Je ne sais pas auquel des deux je vais poser la question. Vous, votre perception du marché? Alors, poser la question au vice-président du SIGREF. Le SIGREF, c'est une association qui regroupe les directions de systèmes d'information et de numérique des 155 plus grosses entreprises françaises et administrations grand corps de l'État, dont la DINUM. Et nous venons d'ailleurs, nous aussi, nous publions un rapport sur lequel nous travaillons depuis 2 ans avec une quarantaine d'entreprises, de grandes entreprises françaises, justement sur les enjeux des migrations cloud. Donc, c'est tout à fait opportun, il est disponible sur notre site. Alors, notre perception du marché au SIGREF, c'est que le marché est très riche. Il y a beaucoup d'acteurs, et d'ailleurs, Toufik nous le rappelait tout à l'heure dans sa présentation. Donc, il y a plutôt une offre satisfaisante avec pas mal de distorsions dans les offres. Parce qu'on en a parlé un peu, le président de la DLC a parlé du SaaS, du IaaS, du PaaS. Aujourd'hui, on voit que l'offre est extrêmement différente, et notamment dans ce qui est PaaS et IaaS, très différente dans les niveaux technologiques. Et aujourd'hui, ce que l'on peut dire, puisque les motivations de migration vers le cloud pour les entreprises, c'est de l'agilité, des progrès technologiques, de l'efficacité, du time to market, etc. Donc il y a d'abord une recherche de capacité technologique. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et on a une distorsion entre les grands hyperscalers avec des offres extrêmement sophistiquées, extrêmement élaborées, et d'autres acteurs qui seront plutôt dans les couches basses, dans les couches IaaS, sur lesquelles on n'a pas forcément d'ailleurs des économies à aller chercher. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis peut-être une deuxième perception du marché, parce qu'on parle beaucoup de l'adoption du cloud, et on le voit dans les chiffres de l'étude EY, et c'est vraiment ce que nous on ressent auprès de nos adhérents. Mais c'est une adoption tournée vers l'avenir. Pour répondre à la question, est-ce qu'en 2030 on sera 100% cloud? Probablement, mais c'est pas pour autant qu'on aura migré. C'est probablement plus parce qu'on aura rendu obsolètes certains anciens systèmes et qu'on les aura remplacés par du neuf. Et on pourra en reparler dans les risques, d'ailleurs. Et moi, ce que je voudrais dire quand on regarde le marché, c'est qu'il faut aussi regarder le marché de l'accompagnement. Et de ce côté-là, on s'aperçoit, suite à notre étude, que c'est difficile d'avoir des compétences en interne. C'est encore aussi difficile d'avoir des compétences suffisantes en nombre et suffisantes en qualité chez les cabinets qui nous accompagnent dans ces migrations-là. Et on voit que les expériences réussies de grosses migrations dans le cloud sont encore extrêmement peu nombreuses. Et ça, c'est un frein à l'adoption du cloud
c'est encore une limite du marché. Voilà, j'en dis pas plus sur le côté marché. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, je vais me tourner vers vous maintenant, Thomas. Donc, Thomas Forêt, je rappelle, vous êtes CEO de Waller. Pour compléter ce qui vient d'être dit sur la perception du marché. Oui, se poser la question de 100% du cloud, 100% en cloud, pardon, en 2030. Moi, je ne suis pas certain que la réponse soit si évidente. L'éclairage que je voudrais apporter en complément à ce qui a déjà été dit, c'est que c'est revenir à des basiques. Le cloud, 100% en cloud, ça veut dire que 100% de ce que vous consommerez en termes de services et là où vous stockerez vos données, c'est 100% chez quelqu'un d'autre, premièrement. Ça veut dire que là où les grandes entreprises avaient décidé il y a quelques années d'investir dans leurs propres infrastructures sur site, eh bien c'est un virage évidemment à 360 degrés. Ce n'est pas un virage qui est facile pour une raison juste évidente, c'est que tout n'est pas une question de service, tout n'est pas une question simplement d'efficacité, et ni même de réduction des coûts, parce que ce qui va derrière cette conséquence de tout mettre dans le cloud, c'est d'abord chez qui, c'est-à-dire où géographiquement, mais pas seulement géographiquement, et en particulier sous quelle application de loi. C'est toute la question des lois extra-communautaires, bien entendu, et des normes. Mais c'est aussi la question de la perte des compétences. Et ce n'est pas simplement la perte des compétences, c'est une mutation des compétences qui déjà s'opère, puisque aujourd'hui, les compétences dans le cloud, qu'on appelle compétences dans le cloud, sont des compétences d'opérateurs, de gens qui savent en fait s'interfacer ou manager des systèmes conçus par d'autres. Et en fait, ce que l'on va perdre, si on ne travaille pas à ces sujets de souveraineté qui sont essentiels, ce que l'on va perdre, c'est la maîtrise des couches basses. Et ces couches basses, on ne pourra pas les retrouver si on ne pratique pas une politique, et cette fois-ci nationale, voire européenne, une politique de diversification des clouds et de relocalisation des clouds, même si cela peut paraître antinomique. La maîtrise, qui devient quand même un mot clé. Quand on parle de cloud maintenant, il y a une dizaine d'années, c'était un peu mis de côté, mais aujourd'hui, c'est le maître mot. Vincent Coudrin, vous êtes déjà un petit peu exprimé tout à l'heure sur ces questions, effectivement, d'offres, de souveraineté. Mais est-ce que vous... Quelques minutes. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou... Toujours. Non, sérieusement. C'est intéressant parce que la question de tous dans le cloud, je vous conseille l'excellente doctrine française sur le cloud. On a dit cloud first, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ce qu'on fait, c'est du cloud. Cloud égale DevOps, égale mode produit, égale obsession client, donc les principes du lean management, etc. La deuxième, ça c'est la première règle. La deuxième, c'est vous avez un problème de ressources humaines. Et la troisième, c'est un sujet de transfo, inscrivez-le dans la gouvernance des activités du numérique de votre administration. C'est-à-dire qu'on s'est mis dans la posture en disant en 2030, on n'aura probablement pas migré 100% de nos assets techniques dans le cloud, interne ou externe. En revanche, tous les agents travailleront dans ce mode de fonctionnement. Et ça, en termes d'impact, y compris sur l'action publique, ça a infiniment plus d'impact que si c'est un projet technique. On s'est aussi inspiré des grands projets de migration technique. C'était mon job avant, donc je voyais bien les plateaux de 100 personnes qui faisaient de la migration. Impact sur la transfo des organisations relativement faible. Voilà. Si en revanche, vous prenez des orgas, vous les verticalisez, vous forcez les gens à travailler sur des pizza teams, l'effort de transfo, il est là. Et le bénéfice, il est là. On ne fait pas du cloud pour économiser de l'argent, on en fait pour gagner de l'argent quand on est une entreprise privée. Et quand on est du côté de l'État, c'est pour vous en faire économiser et c'est aussi pour être plus performant, plus résilient. Voilà. Et donc, pour nous, la question de tous dans le cloud, on la pose de cette manière-là. Très bien, merci beaucoup. Paul est là, je rappelle que vous êtes donc de senior manager chez EY, donc on a eu droit à une très belle présentation assez complète effectivement sur toutes ces questions de perception du marché. Peut-être ajouter un mot pour en terminer sur ce sujet. Oui, par rapport en fait à la tendance sur le marché, ce qu'on a constaté, c'est qu'initialement les entreprises étaient attirées par le cloud de par la curiosité et expérimenter, voilà ce qui se passe, les offres, ce qui est proposé par les hyperscalers. Aujourd'hui, il y a une conscience qu'il y a quand même un aspect de création de valeur, pas uniquement d'aller expérimenter et tester des choses, mais en contrepartie,
en tirer de la valeur par rapport à la compétitivité, par rapport à comment en fait les services sont utilisés, comment ils sont consommés, et justement derrière comment la culture d'entreprise accompagne cet usage-là. Et donc cette évolution vers un usage cloud extensif, la direction, elle y est déjà. Après, la question qui se pose, c'est quel cloud pour quel usage et à quel rythme en fait de transformation. Et là, il rentre en fait les sujets, bien sûr, de souveraineté dont on a parlé, les sujets également de compétitivité nationale et internationale, avec d'autres, bien sûr, secteurs qui se développent à l'étranger et que nous, en France également, on compte développer d'une manière accélérée en utilisant le cloud. Et dernière chose, c'est comment maîtriser en fait tout cet écosystème in fine pour en tirer cette valeur voulue. Voilà. Merci Paul. Du coup, je vous laisse prendre le micro, Thomas, pour poursuivre sur cette question des conditions de développement et des usages. C'est-à-dire ce que disait Paul, la maîtrise des coûts, la maîtrise des écosystèmes, toutes ces questions de conformité qu'on a commencé un petit peu à évoquer avec Julien tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il en ressort pour vous ? Quel est votre point de vue sur ça ? Est-ce qu'on est plutôt, voilà, quand je dis les conditions de développement, est-ce qu'elles sont bonnes ? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire ? Est-ce qu'il y a, il y a le facteur humain ? Est-ce qu'il y a besoin encore de réglementation, d'accompagnement ? Alors ça dépend sur quel plan on se place, bien entendu. Concernant les réglementations, pour faire écho à ce que je disais juste avant, elles vont être là pour porter et soutenir une politique qui va réussir, je l'espère, à faire émerger des acteurs en Europe qui puissent construire ces clouds européens. Et je pense que c'est ultra nécessaire. Si on fait la focale, cette fois-ci, au sein des administrations et des entreprises qui ont à mener ces projets de transformation, il est clair que je rejoins aussi l'avis qui consiste à penser que le cloud, ce n'est pas seulement de la technologie, et c'est aussi toute une façon de voir d'abord le travail moderne, et d'envisager les relations dans le travail, les relations collaboratives au sein des organisations. Et en réalité, oui, c'est une transformation culturelle, ça c'est une évidence, mais d'abord une transformation culturelle des COMEX et des comités de direction. Moi, c'est ça que je voudrais, enfin vraiment l'idée que je voulais appuyer, parce que ce que j'observe en tant qu'éditeur, c'est comme il y a encore 10 ans, 15 ans, le problème est toujours là. On a affaire, malheureusement, dans certaines grandes entreprises ou administrations, à des directions qui n'ont pas saisi tout l'enjeu derrière le cloud, et surtout qui, même si elles l'ont saisi en théorie, ne participent pas vraiment à cette transformation. Et je finirai juste par donner un seul exemple. Si aujourd'hui les comités de direction avaient à faire un seul changement, ce serait de remonter les responsables de la cybersécurité qui sont sous l'égide des DSI aujourd'hui, ce qui est une absurdité, au comité de direction. Parce que la cybermenace, elle arrive à un point qui peut mettre à genoux une grande organisation en très peu de temps, et on l'a vu dans l'administration publique, et ça c'est évidemment non pas un sujet technique, mais c'est un sujet nouveau. D'abord, c'est nouveau, c'est normal qu'on s'en aperçoive maintenant, mais il faut agir, ces gens-là, il faut nommer des directeurs et non plus seulement des responsables cyber. C'est juste pour l'exemple. Voilà, le message est passé. En tout cas, on vous a entendu. Effectivement, si c'est pas une règle, moi j'ai déjà entendu dire effectivement que c'était quelque chose qui se mettait déjà en place. J'ai déjà eu effectivement des directeurs de la sécurité des systèmes d'information qui étaient directement rattachés au COMEX. Alors effectivement, on est plutôt dans une tendance nouvelle plutôt que quelque chose d'ancien. Stéphane Rousseau, vous, par rapport à ce que vient de dire Thomas, est-ce que c'est des choses que vous entendez qui remontent jusqu'à vous, par exemple, une sorte de surdité du COMEX par rapport aux demandes des métiers ou sur ces questions de sécurité? Alors, sur les questions de sécurité, pas du tout. Hein. Les COMEX et les conseils d'administration ont maintenant, dans les analyses de risque que font les entreprises, ont vraiment ça comme risque numéro 1, et on n'a aucune difficulté à se faire entendre. C'est très récent quand même, non ?
Oui, c'est très récent. Parce Ça que fait je comprends ce que veut dire Thomas, c'est qu'on n'est pas sur quelque chose qui a 5 ans d'âge. Là, l'idée, c'est de savoir si c'est lancé, quoi. Alors, ce qu'on observe, c'est que c'est compris comme étant le premier risque pour les entreprises, parce qu'effectivement, ça peut mettre toute une organisation par terre. Ceci dit, quand on fait la rétrospective des grandes attaques qui ont eu lieu en France et en Europe, les entreprises s'en sont remises. Hein. Mais ça prend du temps, mais on survit, ça coûte, mais on survit. En revanche, c'est un sujet qui est de plus en plus complexe. Donc c'est un sujet de confiance finalement entre un COMEX, un conseil d'administration et ses organes techniques. Et c'est pour ça d'ailleurs que comme le DPO, comme la conformité, comme le risque, comme tout le monde veut être attaché à la direction générale dans un groupe. Hein, c'est évidemment beaucoup plus glamour. Nous, ce qu'on observe au SIGREF, c'est que les RSSI ont une composante de plus en plus technique et sont maintenant de plus en plus souvent rattachés à la DSI, parce qu'à la fin, c'est quand même le DSI qui est le garant du bon fonctionnement cyber ou autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. Après, je voudrais un peu prendre le contre-pied de ce que l'on a dit sur la souveraineté. Vincent nous disait tout à l'heure, mais finalement, on parle de la réglementation. Mais quelle réglementation ? Il n'y a pas tant de réglementation que ça. Il y a évidemment le RGPD, hein, qui est, je pense, vraiment un gros avantage pour l'Europe, et en secret, les Américains nous l'envient. Mais à part ça, il y a peu de réglementation. Et la souveraineté, pour le coup, c'est pas la préoccupation des conseils d'administration. Le passage en cloud, quand il est souhaité et verbalisé, c'est de l'agilité, du time to market, de la gestion de déploiement à l'international, à réduire la dette technique. Ce sont ces choses-là. Il n'y a pas un conseil d'administration qui dit « moi, je voudrais que mon cloud soit souverain ». Je voudrais que mes données soient hébergées en Europe, qui de toute façon n'a rien à voir avec la souveraineté et l'immunité à l'extraterritorialité de nos américaines. Hein, donc on peut très bien avoir toutes ces données sur Azure en Europe, mais elles sont de toute façon pas étanches au regard du Foreign Intelligence Act. Donc c'est pas forcément quelque chose d'important. Et le cloud, et tant mieux, est regardé comme une démarche positive, encore une fois, d'innovation, de gestion d'obsolescence, d'agilité, de modernité que nous offrent les hyperscalers, et pas forcément comme quelque chose comme une protection. Et pourtant, d'ailleurs, le cloud, si on fait abstraction de l'extraterritorialité, je vais finir par ça, donne des garanties de cybersécurité que, et vous n'irez pas le répéter, le DSI standard n'est pas forcément toujours capable d'assurer dans son data center historique. Hein. Donc c'est peut-être plus une mise en sécurité des données qu'un risque. Vincent Caudrin, je vous ai vu sourire, opiner du chef, du coup je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Sur la question de la cybersécurité, le fait qu'on organise mieux sa cyber dans le cloud que chez soi, c'est la position de l'ANSSI. Maintenant, il faudrait demander à NumSpot, mais c'était la position de Guillaume Poupard qui le rappelait régulièrement. Donc nous, on n'a pas une opinion différente. Après, nous, on est aussi dans des analyses de risque qui incluent des scénarios pas seulement de cyberactivisme, enfin d'activisme et de cybercriminalité, mais également d'acteurs étatiques. Et là, c'est encore un niveau différent pour lequel nous, on a besoin des ressources de l'État. Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, on se posait la question, est-ce que la souveraineté, ça a été un argument de vente? La réponse est non. Moi, je vois quand même le truc changer. C'est-à-dire que la situation géopolitique évoluant, la question, c'est pas si, mais quand on aura le blocus de Taïwan. De la même manière, et là on aura en fait une pénurie sur les ressources de cloud. On se souvient des déclarations de Microsoft au moment de la pandémie en disant voilà, il n'y a plus assez de ressources de cloud pour tout le monde, on va choisir nos clients, mais vous inquiétez pas. Ok. Donc là, vous regardez les élections américaines et vous vous dites est-ce qu'on va se retrouver dans une situation où on pourrait être moins bien servi ou négligé, ou etc. Et comment est-ce qu'on va pouvoir se prémunir? Et ça, ce sont des préoccupations de l'ordre de la souveraineté, là encore de la souveraineté qui nous concerne nous en tant que clients de ces offres de cloud. Et je crois que ça, plus le fait que le DOJ américain puisse avoir dans ses dossiers des éléments dont on ne sait pas comment est-ce qu'il les a obtenus. C'est aussi ça, un élément de souveraineté. Ça, je crois qu'Alstom a bien fait comprendre le message à toutes les boîtes françaises. Donc il y a quand même des points pour lesquels on se dit, sur la question de la confidentialité, sur la question de la pérennité de l'accès aux ressources, en plus de tout le reste qui est plus du ressort on a besoin de ces ressources pour nous transformer, pour être plus performants, plus compétitifs, je pense que
la souveraineté qui est apparue dans le débat en 2021, en 2022 est là durablement. Merci Vincent. Xavier, sur ces questions voilà, de souveraineté, de maîtrise des risques, en tout cas, ou d'arguments commerciaux, vous, votre point de vue? Alors, effectivement, je pense qu'en termes d'usage et de déploiement sur ces sujets de souveraineté, il y a de toute façon deux choses qu'il faut distinguer. C'est vraiment les besoins, les clients finalement qui vont consommer des aspects techniques, donc plus de l'infrastructure, etc., et plus les verticaux quand on parle de SaaS. Donc déjà, sur le premier point, il faut voir qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a en tout cas un effet très positif du cloud sur les pratiques qui vont amener à appliquer les pratiques du cloud sur le on-premise également, qui a encore de longues années devant lui, hein, en tout cas le cloud privé, etc. Donc le 100% cloud, il 7 passe... ans, hein, visiblement. Voilà. Mais non, ça sera beaucoup plus, parce que de toute façon, on voit qu'il y a les systèmes obsolescents, la réécriture, ça prend du temps, mais c'est aussi un sujet d'organisation. On a vu qu'on avait quand même encore pas mal sous le coude pour arriver à des choses vraiment très efficientes à l'échelle pour basculer dans le cloud. Donc, il y a vraiment ce sujet sur les compétences qui est clé. Mais quand on parle de verticalité métier, c'est aussi une capacité, pour atteindre les 100% que vous visez, à déployer sur des acteurs qui n'ont pas finalement de sujet IT, parce qu'ils sont petits, ils ont plus une vision verticale, mais par contre, ils consomment du logiciel. C'est comme ça qu'on déploie du SaaS aussi, de manière de plus en plus à la demande, avec des abonnements, mais souvent une localisation des données, en tout cas avec une infrastructure derrière qui est finalement assez laissée de côté en termes d'analyse de risque et qui finalement nous montre du doigt le fait que les données ne sont pas au bon endroit ou en tout cas pas traitées de la bonne manière et effectivement avec une étanchéité aux lois extraterritoriales qui est encore discutable. Donc ça doit attirer forcément le marché aussi sur plus de consommation de cloud en incitant les éditeurs à faire un move to cloud aussi plus souverain, plus contrôlé. Et on pense que c'est comme ça aussi qu'on va avoir des effets d'échelle, en tout cas d'adoption et de consommation des infrastructures, qui va être beaucoup plus significative que ce qu'on a pu en tout cas le connaître, parce qu'on a encore un marché qui est en tout cas très important en termes d'usage finalement sur le citoyen, qui est in fine le cœur de la cible de ces usages numériques. Merci beaucoup Xavier. Julien, j'ai envie de vous poser cette question. Effectivement, on vient de dire, l'enjeu commercial, est-ce qu'il est plus au niveau de la compétitivité? Est-ce qu'il est plus placé sur la souveraineté? On a parlé tout à l'heure des questions de maturité, mais là vraiment sur vous, quand on vient à vous, quand on arrive chez OVH pour faire effectivement du cloud, est-ce que vous arrivez à percevoir ou en tout cas à faire une balance entre des exigences qui sont beaucoup plus portées quand même sur la protection des données et la souveraineté ou des enjeux d'efficacité, de compétitivité? Alors, on a tout un tas de produits, différents types de produits, que ce soit du serveur dédié, du public cloud, etc., qui ont des caractéristiques qui permettent de répondre à des besoins spécifiques projets, etc. Et nos clients sont particulièrement attentifs à notre proposition de valeur. Vous le faites avant qu'on vous le demande. Alors, on essaye de développer un catalogue le plus riche possible, mais du coup, on a nos caractéristiques qui sont les caractéristiques de nos produits qui sont extrêmement transparentes et on essaye d'être le plus transparent possible vis-à-vis du marché pour que nos clients puissent choisir en toute connaissance de cause les caractéristiques des produits qu'ils vont utiliser chez nous. Il y a un point qui est important, à côté de ça, c'est que là, on discute depuis tout à l'heure de l'adoption du cloud comme un choix monolithique. C'est est-ce qu'il faut aller dans tel cloud américain? Est-ce qu'il faut migrer dans tel cloud ou sur telle technologie? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation des DSI aujourd'hui, elle est beaucoup plus complexe que ça. Un cloud, c'est pas juste des instances qui font tourner un serveur web avec une base de données qu'on expose. C'est un pipeline de mise en production, c'est de l'observabilité, c'est des systèmes d'IAM, c'est des systèmes d'industrialisation et de déploiement de son code, etc., de maintien en conditions opérationnelles, de gestion des vulnérabilités. C'est des dizaines de briques qui vont nous permettre de gérer son cloud. Et en fait, aujourd'hui, quand une DSI va faire des choix technologiques d'aller sur tel ou tel cloud, très rapidement, on peut prendre des décisions qui, dans le contexte d'un projet, ne sont pas mauvaises,
mais qui, après, quand on va étendre le scope à d'autres projets qui vont se combiner, on va se retrouver avec des briques technologiques qui ne sont pas les plus adaptées par rapport aux autres projets, aux autres besoins, aux autres contextes de l'entreprise, et dans lesquels on est loqué parce que on a déjà payé la licence, parce que la brique est déjà déployée, parce qu'on a investi dans les compétences qui vont permettre d'utiliser ces outils-là. Et du coup, on se retrouve très souvent avec des DSI qui viennent nous voir, enfin parmi nos clients ou sur le marché, avec des équipes informatiques qui ont fait des choix qui étaient des bons choix à un instant T et qui se retrouvent piégés par la suite dans ces choix-là et sont incapables d'en sortir. Et du coup, nous, la solution qu'on préconise, ce qu'on pousse, c'est qu'effectivement, il y ait une vraie montée en compétences dans les DSI, non pas uniquement sur la consommation des briques de cloud, c'est ce que disait Weller tout à l'heure, mais aussi sur la compréhension sous-jacente de comment ça fonctionne, de comprendre quels sont les impacts de prendre un choix technologique plutôt qu'un autre, et de travailler uniquement et systématiquement avec des technologies qui s'interfacent avec les différents clouds et qui utilisent des standards pour être capable d'avoir une brique d'observabilité qui va se connecter aux différents clouds, un IAM qui va se connecter aux différents clouds, et jamais choisir des briques de colle, on va dire des colles entre les projets, qui vont vous loquer et vous bloquer auprès d'un fournisseur en particulier. Parce que là, du coup, en tant que DSI, vous ne faites pas votre travail de préparer le système d'information de l'entreprise à encaisser les futures crises, les évolutions du contexte géopolitique, etc. Mais du coup, qu'est-ce qui pêche? C'est les compétences ou le manque de ressources? Alors, nos concurrents américains ont une approche marketing très agressive pour vendre tous ces petites briques additionnelles et pour les rendre non compatibles avec les autres clouds. Donc, c'est des techniques de lock-in qui sont assez classiques. Mais du coup, on cède à la facilité quand on est dans un projet et qu'on a pour très peu, un montant très faible, en plus l'observabilité, plus l'IAM, du coup on accepte, on est content, on a ces briques qui nous permettent de bien maîtriser son IT. Et quand on multiplie les projets, qu'on multiplie le move to cloud, qu'on se retrouve avec des briques technologiques anciennes qui sont on-prem, qu'on veut migrer vers le cloud, ça marche pas. Et du coup là, les coûts s'explosent, le consulting, les experts, etc. Et là, on se rend compte que les coûts du cloud sont pas si magiques en fait, dès qu'on confronte au cas réel et aux problématiques du quotidien, des projets, des problématiques de performance, de connectivité, etc. D'accord. Bon, merci beaucoup Julien pour ces réponses. Merci à tous. On arrive à la fin de cette table ronde, mais une dernière question que je vais vous poser. On va commencer, on va le faire de droite à gauche. On va commencer avec vous, Paul. La dernière question, 100% cloud en 2030, donc mythe ou réalité. Qu'est-ce qui est un mythe ou une réalité? Le 100% cloud ou la date? Le 100% cloud est relatif en fait. Est-ce qu'on parle de cloud public, donc 100%, ou bien on parle en fait du cloud privé? À mon sens, on aura toujours en fait besoin quand même d'une partie qui va rester on-prem au niveau de l'entreprise. Ça, c'est indéniable. C'est des systèmes très complexes, très confidentiels. Qu'on soit en 2040, en 2060, en 2130 tout dépend en fait de l'évolution également du métier, tout dépend de l'évolution de la technologie et de la complexité également de l'écosystème cloud qu'on opère. Parce qu'initialement, on était parti, par exemple, avec un partenaire. Aujourd'hui, on le retrouve avec un panorama d'offres qui introduit une complexité énorme et un risque exponentiel d'un point de vue exposition en fait, de la donnée, mais qui doit être également accompagné par des compétences qui puissent compenser ce risque-là. Donc, toute cette transformation vers un cloud 100% a quand même des prérequis qui sont non négligeables. Et à satisfaire en 5-6 ans, ça risque quand même d'être un challenge. Mais en tout cas, la voie, elle est claire. C'est la bonne direction à prendre. Mais le rythme n'est pas encore en fait, très clairement défini et ça dépend des secteurs, de l'activité et également du contexte de consommation. Très bien. Donc, mythe 1, réalité 0. Thomas? Mythe également me concernant. Pour les raisons que j'ai évoquées avant, c'est-à-dire que le 100% cloud d'un SI, je suppose, on parle d'un SI. Je pense. Le SI, il démarre dans vos poches, il est présent sur tous les postes d'ordinateurs des bureaux. Alors, je sais qu'il y a certains qui travaillent aussi au cloud de ces équipements, et en particulier Octave Klaba. Mais à la fin, les terminaux, ils seront toujours auprès de vous. Et si vous passez en 100% cloud,
ça voudra dire qu'il n'y aura plus de DSI. Pour être très clair, puisqu'on aura tout confié à quelqu'un d'autre ou à plusieurs acteurs qui seront devenus très gros et auront la capacité de nous services offrir généraux tout. Probablement, ou relayé à la compta, je ne sais pas. En tout cas, évidemment, beaucoup de services en cloud, c'est une réalité, je pense, pour avant 2030 et en 2030. Mais à mon sens, pour les organisations, il faut conserver une maîtrise des flux, une maîtrise de la sécurité. Et ça passe par un droit de regard qui au moins passe à un moment entre les mains d'un DSI et d'un directeur de la cyber. Bien sûr. Bien entendu, Thomas. 2-0 pour le mythe. Julien? Alors, je pense qu'aujourd'hui, les gens qui font de l'innovation et qui développent des nouvelles choses le font en mode cloud native, alors à quelques exceptions près, hein, évidemment. Du coup, je pense qu'en 2030, tout ce qui sortira de nouveau sera dans le cloud. On fera plus, on innovera plus, on créera plus des trucs on-prem dans des data centers d'entreprise. Par contre, je suis assez pessimiste sur le fait qu'on ait tout migré en 2030. Même si... Donc vous, c'est plutôt la date? Alors, sur tout ce qui est nouveau, non, c'est sûr qu'il y aura quasiment tout dans le cloud by design. Mais le 100% par contre, cloud, la migration de tout ce qui est legacy dans le cloud, j'aimerais bien que tout soit fait en 2030, mais je pense que ça prendra un peu plus de temps. Bon, on y croit. Merci beaucoup, Julien. Xavier, vous, de votre côté? Donc moi, je pense que c'est un mythe. En tout cas, la partie on-prem a encore de beaux jours devant elle. Si on prend l'exemple du mainframe, on a vu que il y a des choses qui mettaient du temps à être décommissionnées et réécrites. Donc on peut imaginer qu'il y aura encore quelques éléments un peu critiques qui sortiront jamais des murs des clients. Mais en tout cas, en revanche, cet objectif, il est surtout sur la montée en compétences globalement des acteurs IT et vers plus de pratiques cloud, plus d'automatisation. Ça veut dire aussi plus de maîtrise des risques opérationnels, plus finalement de sécurité. Et donc, finalement, une industrie qui progresse. Et donc, c'est ça, je pense qu'on peut viser en 2030. C'est une maturité qui a augmenté plus généralement sur le secteur. Ça veut dire une meilleure résilience aussi aux attaques cyber, etc. Mais quand on voit le coût, on en parlait tout à l'heure, le multi-cloud est en tout cas essentiel pour tout un tas de sujets économiques, les usages, etc. Mais le coût d'implémentation, finalement, d'un cloud pour le faire proprement et ne pas créer, finalement, une passoire en termes de failles de sécurité, c'est des projets à part entière qui sont en tout cas sérieux. Et donc, on ne va pas consommer du cloud finalement très facilement si on veut le faire de manière industrielle, posée et très résiliente. Donc, voilà. Donc pour vous, le mythe, c'est plus la date, mais le 100%... Non, je pense qu'il y aura toujours des sujets qui vont rester on-prem parce qu'ils n'ont pas de sens d'aller sur le cloud par manque finalement de maîtrise, mais jusqu'aux maîtrises de la gestion du data center et des lames que vous allez... finalement, la sécurité physique. Il y a à un moment donné des choses sur lesquelles vous n'allez pas les confier forcément à un fournisseur en termes de responsabilité. Donc voilà, il y aura toujours une frontière sur laquelle on ne pourra pas forcément tout basculer. Je pense que ce n'est pas qu'une question de date. Merci Xavier. Donc bon, la réalité reste à un point toujours. Vincent, peut-être pour relever, alors vous Alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense que, mais c'est ce qui aussi vient d'être dit, en 2030, tout ce qu'on fera de nouveau sera produit en mode cloud, et c'est ça l'enjeu. En fait, il n'y a pas d'enjeu à migrer des assets. Si vous avez un truc qui tourne et que vous n'avez pas intérêt à le transformer, quel est l'intérêt de le mettre dans le cloud? Aucun. N'y touchez pas. Et nous, on a des systèmes qui sont faits pour 15 ans, 20 ans, et donc ceux-là, on ne les déplacera pas. Il n'y a pas d'enjeu. Voilà. Mais en revanche, que tout le monde se soit mis dans la posture cloud native, le cloud, c'est toute sortie est définitive. Les gens qui commencent à faire du cloud ne feront plus jamais autre chose de toute leur... Enfin, ils feront peut-être le truc d'après, mais en tout cas, ils ne reviendront pas au truc d'avant. Donc, c'est ça l'enjeu, et ça, on le fera. Merci Vincent. Stéphane Rousseau. Alors pour compléter et conclure, ce qui sera nouveau sera dans le cloud, mais c'est déjà le cas dans beaucoup d'entreprises. Donc ça, on a déjà franchi cette étape-là, hein, que tout ce qui est neuf est dans le cloud. Je pense que le mythe est sur la date. Ça dépendra des organisations. Je pense que tout ce qui restera on-premise aura été juste un échec de migration. Et on le voit dans les travaux qu'on a fait au SIGREF. La migration dans le cloud est un enjeu en soi et un risque en soi. Donc il y a beaucoup de choses qu'on laissera mourir tranquillement dans nos data centers. Et le risque va largement se déplacer parce qu'en revanche, en 2030, tous les experts à S400, mainframe, etc. ont pris leur retraite. Et moi, j'espère en 2030 ne plus
Oui, alors heureusement, le gouvernement travaille à maintenir les ressources en activité, donc c'est une très bonne chose. Pardon de me citer. Le sujet, c'est pas 0% AS400 en 2030. Hein. Non, tout à fait. Bon. Non, mais le reste, et il n'y aura plus de ressources, il n'y aura plus de compétences. Et aujourd'hui, et plus tard, les gens ne voudront plus faire de l'administration de bases de données SQL sur un serveur Windows 2000, je ne sais quoi. Les gens voudront travailler avec les outils du cloud. Donc de toute façon, on ne trouvera plus les ressources et on sera forcé, baïonnette dans le dos, à migrer dans le cloud pour pouvoir continuer à travailler et à innover. Oui, c'est vrai qu'il y a ce facteur effectivement de transition générationnelle à prendre en compte. Thomas disait tout à l'heure que quand on parle de 100% cloud, on parle du SI. Mais moi, tout de suite, ça me fait penser à quelque chose. Quand on dit 100% cloud, est-ce qu'on parle tout secteur confondu? Parce que est-ce qu'on peut mettre une banque, enfin le secteur bancaire, le secteur industriel, le monde de la santé, le monde du prêt-à-porter, par exemple, tout le monde au même niveau en termes de considération sur ce point, parce qu'on voit bien que de toute façon, tout avance à des rythmes différents. Est-ce que tout ça, ça ne va pas aussi être échelonné de façon sectorielle déjà? Qui veut me répondre? J'ai le micro et je représente les grandes entreprises, on va dire. Les banques vont dans le cloud, ont des stratégies extrêmement dynamiques de migration dans le cloud. Quand les entreprises font la cartographie de leurs données sensibles, on s'aperçoit qu'il y a des secrets commerciaux, financiers, des choses comme ça, mais la donnée vraiment sensible au sens réglementaire du terme, données à caractère personnel, données de santé, ne représente pas l'immense majorité des données des entreprises parce qu'on stocke beaucoup de choses, utiles voire inutiles. Et aujourd'hui, travailler avec du chiffrement, une maîtrise des clés, etc., est largement suffisant. Donc, il y a peu d'obstacles, y compris, on le voit d'ailleurs, même l'État héberge des données de santé dans des clouds. Voilà, ça a fait suffisamment débat il y a 2 ans. Donc, qu'est-ce qui peut arrêter cette migration dans le cloud? Je ne vois pas aujourd'hui de champ de données qui, non, je mettais hormis plus des choses extrêmement restreintes, mais qui sont sous le coup de l'IGI 1300 ou ce genre de choses, mais qui sont encore à un autre niveau. Je pensais plus aux délais de transition qui sont beaucoup plus longs dans l'industrie que question juste de volonté pure. Bien, merci beaucoup à tous. Ne bougez pas, restez avec nous. J'en vois qui sont déjà prêts à partir dans les starting blocks. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, toujours au même endroit là-bas. Est-ce que on va vous laisser un micro jusqu'à la fin, hein. Intervenir et adresser d'une certaine façon la question à la fois à Stéphane, Vincent, Julien, Thomas, parce que vous avez tous les 4, et vous êtes passé un peu vite comme animateur de cette table ronde sur ce sujet des couches basses, qui moi me paraît être un sujet absolument essentiel, qu'OVH adresse avec un projet européen, et que vous avez évoqué à propos des lock-in. Le lock-in des hyperscalers, il démarre au niveau des couches basses et les couches les plus profondes, au niveau du boot machine, des boot serveurs, des clés IAM, des tableaux de bord, etc. J'ai une question pour la table ronde. Qu'est-ce que vous pensez de soutenir aujourd'hui un Linux du cloud, exactement comme il y a plusieurs dizaines d'années, on a inventé, enfin l'écosystème a inventé un Linux, un open source operating system, pour sortir des lock-in des grands OS. Donc si chacun d'entre vous, vous pourriez me dire si vous êtes prêt à soutenir cette idée, si elle fait sens, et si ce n'est pas un des grands freins finalement quand même qu'il faut lever pour avoir 100% de cloud en 2030. Je vais peut-être commencer. Alors, tout d'abord, je rejoins complètement le sujet sur le fait qu'est-ce que le cloud. Il y a un sujet hardware, supply, etc. Mais finalement, la valeur ajoutée, et en tout cas nous, côté NewSpot, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout un sujet logiciel, et qui commence déjà par le IaaS, effectivement. Donc après, une question de est-ce qu'on doit tout ouvrir pour être finalement collectivement plus résilient et contribuer, peut-être. En tout cas, nous, on fait plutôt déjà le premier pas, qui est de se dire on va maîtriser toutes les couches logicielles, du IaaS jusqu'au plus haut. Et ça, déjà, c'est en tout cas quelque chose sur lequel on pense que la notion de risque aux lois extraterritoriales, etc., on y apporte en tout cas une meilleure réponse. Et aussi sur le fait que finalement l'IP de ce qui va faire tourner le cloud est bien géré sur le territoire européen. Donc ça, voilà, ça ne répond pas peut-être aux enjeux de créer un Linux du cloud, mais
Et déjà, c'est une première réponse, en tout cas, qu'on a de côté de MuneSpot en termes de stratégie. Alors, moi, la réponse va être beaucoup plus courte. Oui. Du coup, effectivement, c'est un objectif qu'on a annoncé publiquement il y a quelques jours. On va rendre notre cloud open source. Alors, ça va être long, c'est difficile. C'est quelque chose de long et de difficile de publier toutes les briques sous-jacentes de notre cloud. On a 20 ans d'historique, du coup, il y a un peu de nettoyage à faire. Mais oui, c'est une ambition stratégique pour OVH Cloud de rendre toute sa stack de cloud open source pour que un autre opérateur puisse copier OVH Cloud avec le même code et faire un cloud qui soit compatible, interopérable avec nous. Du coup, c'est une posture très forte qu'a pris Octave Klaba récemment. On va open sourcer, alors on l'appellera peut-être pas le Linux Cloud, peut-être un autre nom, mais c'est l'idée. Et alors je vais lui laisser le soin d'annoncer lui-même le nom, mais effectivement, c'est l'idée de rendre un cloud complètement open source et nous de nous concentrer sur ce qui fait notre valeur, c'est-à-dire l'opération de ce cloud, la capacité à industrialiser nos process, industrialiser le hardware, etc., mais de permettre à tout le monde d'apporter sa valeur ajoutée sur cette brique open source. Moi, j'ajouterais juste qu'on pourrait lui donner un nom. Je vais essayer la Cloud Native Computing Foundation. Là, c'est déjà pris. Voilà. Pardon ? Mais non, mais ça existe. Ça s'appelle SNCF. Vous allez sur le site sncf.io, c'est la boussole pour tous les gens qui font du cloud dans le monde libre. Donc, alors, que disent les services de l'État ? Il y a une doctrine là, on a une doctrine pour tout. Donc, sur la partie logiciel libre, d'ailleurs, c'est aussi dans l'article 16 de la loi pour une république numérique qui explique qu'il faut soutenir et utiliser le logiciel libre. Alors, le logiciel libre, nous, on pense que, pour la partie cloud, on pense que c'est pas ça qui nous rend souverain ou indépendant. Ça nous rend souverain et indépendant si on est en capacité de contribuer. Voilà. Et pour ça, il faut qu'on atteigne une taille critique. Et là, c'est pas moi qui vais vous faire les annonces. Mais on travaille justement, c'est une espèce de coalition of the willing, parce qu'on pense que c'est un enjeu pour lequel il faut aligner en fait une communauté européenne. Et au sein des CTO Office des États, on est plusieurs à être engagés justement dans cette direction et à soutenir l'utilisation de composants qui soient libres et interopérables, parce que c'est aussi un enjeu de souveraineté pour nous. Voilà. Mais en tout cas, cette idée d'avoir des composants pour un cloud qui soit open sourcé et qui adresse aussi les couches basses, ça existe, c'est la SNCF, clairement. Alors j'ai entendu Octavius là tout à l'heure sur ma gauche. Je me suis trompé ? Non, vous vouliez pas. Pardon, j'ai cru que vous vouliez. Je réagissais juste Linux, Octavux. D'accord, ok, pardon. C'était pas drôle. Que Julien disait que il vous laissait la parole sur ce sujet, mais en fait c'était de l'humour. Bon, d'autres questions ? Une dernière question peut-être ? Oui. Désolé, parce qu'on va dire que c'est toujours ce côté-là. Mais juste une interrogation autour des coûts et de la dépense informatique. Dans l'enquête EY qui était très bien faite, il y a eu une interrogation quand même sur la zone de coût et sur la dépense. Moi, je réfléchis tout simplement en termes macroéconomiques. On a un coût de l'énergie qui augmente et qui explose. On a un coût humain qui suit évidemment ou précède l'inflation. On a des coûts de licence qui vont certainement bondir également, parce que c'est pas parce que, notamment pour les hébergeurs qui ont ces licences aussi à payer. Est-ce que vous ne pensez pas que le modèle cloud va se ressentir d'une manière ou d'une autre ? Je sais que on-premise, ça va être la même chose, mais est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une petite baisse de compétitivité à ce niveau-là ? Juste une interrogation. Allez-y, Vincent. Ouais. Merci. D'une part, on peut imaginer que si les prix augmentent trop d'un côté, ça va laisser de la place pour d'autres acteurs. Alors, c'est toute chose étant égale par ailleurs, avec les coûts de l'énergie qui impactent tout le monde. Très clairement, je disais, on ne va pas dans le cloud pour économiser de l'argent. Tous les gens si vous allez faire dans le cloud ce que vous faites chez vous, ça va vous coûter 30% plus cher. Voilà. Donc, le faites pas pour ça. Si vous le faites intelligemment, vous allez gagner un petit peu. Mais si vous le faites franchement, là, vous allez avoir des vrais bénéfices. Le principe du cloud, c'est que vous élargissez votre business case au métier. Voilà.
Donc tant que vous le faites à l'échelle de la DSI, vous aurez du mal à convaincre la transfo, de l'intérêt de la transfo. À partir du moment où vous embarquez le métier, c'est gagné. Voilà. Et la question, moi j'ai passé beaucoup de temps dans l'industrie où les coûts informatiques étaient complètement marginaux. Aujourd'hui, je pense que c'est plus le cas. Mais en tout état de cause, vous pouvez doubler la facture d'infra. Ça reste de l'ordre du epsilon. Dans une industrie traditionnelle, sans doute pas pour la banque. Voilà. Et donc, il faut aller chercher le bénéfice métier. C'est ça qui va motiver le truc. Et puis après, ça va être le jeu de la concurrence qui va faire que les services les plus innovants vont comme ça restreindre les ardeurs de ceux qui essayent de vous étrangler, de nous étrangler. Une dernière question ? Oui, donc c'était plus que... Je suis Pascal Antonini, je suis vice-président de l'ISAC AFI et aussi partenaire chez TNP. J'avais plus qu'une une question, c'était une remarque. Vous indiquiez tout à l'heure que le niveau de sécurité dans le cloud était bien plus élevé que si on laissait, pas forcément dans tous les cas, mais qu'on pouvait imaginer que c'était une garantie de sécurité. Cette garantie de sécurité, elle n'est pas systématique. Il faut quand même préciser que tout ceci se paramètre, qu'on a besoin quand même en interne d'acheter ces éléments de sécurité éventuellement, ces options de sécurité, et que vous avez besoin aussi en interne, notamment si vous êtes multi-cloud, d'avoir des spécialistes des différents clouders pour bien correctement sécuriser l'ensemble. La sécurité, elle n'est pas nécessairement native. Tout dépend de la manière dont vous l'utilisez. Si tel était le cas, il y aurait certaines attaques qu'on ne verrait pas arriver. Donc, il faut quand même préciser, avoir cette petite précision que la sécurité nécessite, même dans le cloud, d'être gérée par chacune des entreprises. Ça casse un peu la magie. Je pense que tout le monde avait cru à cette idée que c'était fait magiquement dans le cloud. Non, je vous renvoie le modèle de responsabilité partagée. Le truc, c'est que vous allez trouver dans le cloud des outils pour organiser votre sécurité et certains composants de sécurité, voire des fonctions de sécurité assurées par le cloud provider, mais évidemment, il vous reste des trucs, désolé. Bon, eh bien, merci à tous en tout cas pour tous ces éclairages et d'avoir répondu aux questions. Les questions des internautes ne sont pas encore arrivées jusqu'à moi. Si, elles sont là. Alors, donc, il y a une question en fait sur l'agilité. En quoi le cloud peut-il en fait renforcer l'agilité dans les entreprises? C'est un point qui est revenu à plusieurs reprises. Et le deuxième série de questions, c'est en fait l'articulation entre RSSI et DSI. Et donc, la discussion que vous avez eue tout à l'heure par rapport au COMEX, est-ce qu'il ne faudrait pas, d'une manière ou d'une autre, si on veut augmenter en fait, le niveau de légitimité du RSSI, utiliser le levier réglementaire, un petit peu comme on l'a utilisé pour le DPO dans le RGPD? J'adore la première question sur l'agilité. L'agilité, c'est ce qui fait que vous produisez du code rapidement. Vous faites des sprints, puis à chaque fois, vous avez du code. Sauf que le principe de l'agilité, qui est issu du lean management, c'est le fait d'aller chercher la sanction du client pour aller mesurer la satisfaction ou l'impact de ce que vous avez fait. Ce que vous permet de faire le cloud, entre autres choses, c'est de mettre en production à la vitesse où vous produisez du code. Et donc, vous raccourcissez la boucle de feedback. Et en fait, vous faites les derniers mètres pour recueillir la voix du client, avoir un feedback et réagir. Voilà. Et donc, tout le lien, en fait, vous faites du cloud parce que vous voulez faire du DevOps, parce que vous voulez faire de l'agilité jusqu'à la prod, jusqu'au client, et vous faites ça parce que vous voulez mettre le métier dans le cockpit de pilotage. C'est ça la chaîne. Voilà. C'est pour ça que vous faites du cloud. Et peut-être un point latéral sur l'agilité, c'est quand vous êtes une entreprise qui déploie ses services de façon internationale ou qui font beaucoup de croissance externe. Dans l'entreprise dans laquelle je suis, on achète par à peu près 30 entreprises par an, de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et quand vous êtes dans le cloud, c'est tellement plus facile d'offrir vos services de RP, de RH, de collaboration, etc. J'insiste pas là-dessus. Je voudrais répondre à la deuxième question, mais peut-être d'abord celle-là. Sur l'agilité, Julien, aussi ? Oui, enfin, sur l'agilité, le cloud, c'est intrinsèque à sa nature. C'est en quelques secondes, on a un serveur dédié, on a une instance. Avant,
commander chez un fabricant de serveurs, passer commande, passer les achats, attendre la livraison, racker dans le data center, faire les tests d'intégration, connecter au réseau. Enfin, ça prenait, dans les entreprises efficaces, 6 semaines. Là, maintenant, c'est 20 secondes, 5 minutes max. Du coup, indépendamment des process agiles, et je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, ça, pour le coup, c'est la première caractéristique du cloud, c'est que c'est disponible immédiat, à volonté, tout de suite. Et du coup, ça accélère énormément le déploiement. Après, ça génère des risques, tout ça. Patrick, est-ce que tu peux répéter la question s'il te plaît, sur le RSSI, le DSI pour Thomas, surtout la fin, sur la légitimité et la réglementation? Oui, non, en fait, la question, il y avait 2 séries de questions qui allaient dans le même sens. C'est est-ce qu'il ne faut pas repositionner le RSSI au niveau du COMEX? Donc c'était ça. Et du coup, comment ça s'articule avec le DSI? Et est-ce que si c'est ça la bonne idée, il ne faut pas utiliser le levier réglementaire comme on l'a fait pour le RGPD avec le DPO? Voilà. Alors pour répondre, moi, d'emblée, je ne pense pas que le levier réglementaire soit la bonne idée. Mais je vais apporter un peu plus de précision à ce que j'ai dit tout à l'heure, et je vois que manifestement, je ne suis pas d'accord avec le SIGREF, mais ça n'a pas été la première fois, et je ne pense pas que ce sera la dernière. Il confirme, vous ne voyez pas, mais il confirme. Oui, c'est bien dommage. Mon propos est très simple, et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est parce que j'ai recruté un directeur de la cyber qui venait de l'administration publique, qui était assez fatigué de l'administration publique pour plein de raisons, et qui m'a parlé de ce sujet fondamental, et que moi j'ai décidé effectivement non seulement d'écouter, mais de défendre. Le sujet est très simple, c'est comme en justice. On ne peut pas être avocat et juge à la fois, on ne peut pas être juge et partie. Et aujourd'hui, le RSSI, si vous voulez, sous le DSI, il est sous la direction de quelqu'un qui met en œuvre qui décide la mise en œuvre de systèmes que lui peut critiquer. Et s'il était directeur de la cyber, il pourrait bloquer ou réorienter. En tout cas, il pourrait avoir voix au chapitre de façon plus équilibrée. C'est tout simplement pour ça, parce qu'en réalité, une grande partie de la cybersécurité, et non pas la seule, ce sont des contraintes techniques. Personne n'a envie d'être davantage sécurisé pour son confort, parce que ça amène de l'inconfort, c'est une évidence. Et ça, vous le savez tous. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a tout un sujet aussi de gestion du changement, de pédagogie auprès de tous les collaborateurs. Et tous ces sujets-là, ce n'est pas forcément un RSSI non plus qui peut les porter. Parce que le directeur de la cybersécurité, c'est quelqu'un qui, bon, certes, est au CODIR, honnêtement, ce n'est pas le plus important. Mais c'est surtout quelqu'un qui, dans l'entreprise, a plein de casquettes, et non pas seulement la casquette de pure technique. La cybersécurité ne s'arrête pas du tout à la technique. Et c'est, vous savez, alors je ne sais plus les chiffres exactement, mais la plupart des attaques que l'on peut subir par phishing, puisque c'est ça le hameçonnage qui est le principal vecteur, ça vient d'une faute d'inattention de Martine au marketing, vous voyez. Ça ne vient pas du pare-feu qui a tout filtré, ça ne vient pas de ça. Voilà, parce que un système entièrement sécurisé, celui qui vous dit ça, il vous ment, ça n'existe pas. Et les équipes de cyber sont des gens qui en permanence avancent, en permanence sont en écoute. Et dernière chose, et après j'arrête de parler, le directeur de la cyber, il doit être directeur parce que, d'un point de vue de l'extérieur de l'entreprise, c'est un acteur à considérer. Un directeur de la cyber qui travaille tout seul en interne, ça n'a aucun sens. Tous les pirates dans le monde entier, et en particulier les puissances étatiques qui mènent une cyberguerre, s'organisent en réseau. Et nous, nos RSSI devraient alors travailler chacun de leur côté, sans faire appel, en découvrant, si vous voulez, la même chose que ce qu'a découvert le collègue. Non. Et en France, on a, grâce à l'ANSSI, au travail de M. Poupard, notamment, parce que je ne connais pas tout l'historique, toute cette logique de CERT, de CICERT, qui sont des organismes faits pour le partage. Voilà. Et toutes ces raisons font que, pour moi, c'est une évidence que la cyber, compte tenu de son importance, elle doit aller au CODIR, clairement, et surtout ne pas être sous le DSI. Alors avant Guillaume Poupard, on avait eu Patrick Payoux qui tenait effectivement le même genre de discours et qui lui avait eu cette phrase choc de dire non à la sécurité cache-sexe, puisque c'était effectivement à l'époque, à un moment donné, cette espèce de petit truc qu'on posait comme ça quand même pour faire bien. Julien, je vous ai coupé, mais je voulais juste
quand même, pour enchaîner, peut-être Stéphane, je voulais vous poser la question, après Julien, je vous redonnerai le micro, mais pour réagir à ce que vient de dire Thomas, est-ce qu'on ne peut pas aussi, par exemple, considérer que dans une entreprise, ça fonctionnerait comme l'État fonctionne? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ANSSI, ce n'est pas quelque chose qui est sous une direction informatique. L'ANSSI, c'est le RSSI pour être en fait l'ANSSI de l'entreprise. Il émet des règles et la DSI doit s'y conforter quand elle fait les choses. Est-ce que c'est une aberration? Je pense que d'abord c'est difficile de comparer l'organisation de l'État et l'organisation d'une entreprise privée, mais je pense que la ségrégation des pouvoirs qui est toujours vertueuse dans les entreprises, elle se fait aujourd'hui et selon les tailles des entreprises, non pas avec un directeur cyber, un RSSI, un DPO, etc., mais plutôt avec un directeur des risques et de la conformité. Et aujourd'hui, c'est le directeur des risques et de la conformité est quasiment en prise directe, non même plus avec la direction générale, mais avec le comité d'audit, avec le conseil d'administration. Et c'est en là où on assiste à une véritable séparation des fonctions. Je voudrais juste revenir sur un point, parce qu'il y avait la question du réglementaire pour aider. Alors je ne pense pas que ce soit le rôle du législatif d'organiser les entreprises, parce que l'organisation réglementaire autour du DPO, elle est plutôt pour protéger le citoyen que l'entreprise, et donc c'est normal à ce moment-là que l'État légifère là-dessus, et c'est très bien, bienvenu. Mais je pense que l'aspect réglementaire pour la cybersécurité est tout autre. Et nous, dans notre doctrine au CIGREF, on a aussi des doctrines au CIGREF, un des piliers de notre doctrine en cybersécurité, c'est de dire, c'est quand même étonnant aujourd'hui, dans le monde de l'informatique, du digital, qu'on en soit à avoir ce fonctionnement aussi archaïque si on se compare à toutes les autres industries. Il n'y a pas de normes. Aujourd'hui, quand vous achetez une voiture, vous savez qu'elle a des normes. Vous savez que si les freins sont défectueux, ce n'est pas la responsabilité du chauffeur, c'est la responsabilité du constructeur. Dans l'industrie financière, il y a des normes sur les produits financiers, il y a des contrôles dans l'habillement, dans les jouets. Aujourd'hui, mettre un jouet sur le marché en Europe, c'est quelque chose d'extrêmement sophistiqué. Et aujourd'hui, quand vous développez du logiciel, quand vous développez des services informatiques, c'est best effort, mais après, si ça se plante, c'est votre problème. RSSI, DSI, directeur des risques, directeur cybersécurité, enfin, tous ces gens qui font ce qu'ils peuvent. Mais grosso modo, c'est débrouillez-vous, quoi. Nous, on vous le donne, et c'est votre problème. Et on milite aujourd'hui pour qu'il y ait des normes, pour qu'on ne puisse plus faire n'importe quoi. C'est effarant, l'énergie qu'on passe à patcher, à faire des patchs de sécurité, qui fait dépenser un argent considérable aux entreprises, qui seraient quand même en droit d'attendre un service minimum, comme on l'a quand on monte dans un ascenseur ou quand on achète une voiture. Merci Julien, je vous ai coupé tout à l'heure. Non, mais c'est pas grave. Mais alors, sur la réglementation, elle existe. On a des dizaines de réglementations. Alors parfois c'est la loi, parfois c'est des réglementations sectorielles. On est noyé sous la réglementation qui impose de faire de la sécurité, de travailler de mettre à jour ses serveurs, de gérer les droits d'accès. Mais elles ne sont pas organisationnelles, comme disait Stéphane, ça serait peut-être de l'ingérence. C'est organisationnel, c'est technique. On est noyé sous les obligations. C'est même difficile de les uniformiser, de leur donner du sens, un sens unique. On est vraiment littéralement noyé sous les normes. Et du coup, le positionnement du RSSI, alors c'est un grand débat. Moi, depuis que je connais des RSSI et que je suis devenu, tout le monde passe son temps à se demander à qui doit être attaché le RSSI plutôt que patcher les serveurs. Mais c'est... En fait, il n'y a pas de bonne réponse qui marche partout. Le RSSI, il a besoin d'avoir des moyens d'action. Il doit besoin de convaincre les métiers, convaincre les projets d'investir du temps, de l'argent, de l'énergie pour assurer un bon niveau de sécurité. Il a besoin d'être écouté quand il y a un problème qui va pas pour qu'on réagisse. Il a besoin d'avoir du poids. Dans certaines entreprises, avoir du poids, ça veut dire être au comité d'audit. Dans d'autres, ça veut dire avoir la direction générale. Dans d'autres, ça veut dire avoir la confiance des gens à la machine à café. Et en fonction des entreprises, il y a une bonne place pour le CISO, ou en tout cas, il y a une place qui va se créer, qui va faire que ça marche, mais il n'y a pas une réponse magique qui va marcher partout, où le CISO doit être assis à côté du DG. En vrai, c'est pas forcément toujours la meilleure place. Bon, et vous dites ça en tant que CISO, justement. Et je suis rattaché au DSI. Si je peux juste commenter également sur ce dernier point. En fait, ce qui me semble, c'est que dans les activités du CISO, il y a des activités de contrôle. Et ces activités de contrôle, elles doivent être exercées en toute indépendance. Et ça aussi, ça a été, alors là, d'un point de vue réglementaire, rappelé notamment par la CPR, dans le domaine bancaire, où là, effectivement, dans sa note en 2016, la CPR rappelait la nécessité d'avoir une indépendance dans le contrôle.
Mais c'est vrai, et la faille ISACA est particulièrement bien placée avec pas mal d'auditeurs en son sein pour bien comprendre que les auditeurs doivent garder leur indépendance. Et il y a effectivement une fonction de CISO qui peut être cette fonction de contrôle. Elle peut être déléguée ailleurs aussi. Et ce qu'on voit aussi, c'est que CISO, dans certaines entreprises, de toute façon, il y a des équipes CISO qui peuvent être rattachées à ce qu'on appelle le directeur cybersécurité. Et on a toujours des équipes de sécurité opérationnelle au sein de la DSI, de toute façon. Donc après, je suis d'accord avec toi, Julien, c'est une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive depuis des décennies. Et ça va continuer d'ailleurs. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup. C'est le moment, je pense, de marquer une petite pause. Bravo.